let's go. Donc, du coup, avec toutes les interventions que tu fais en ce moment, Franck, pour la communauté Dr. Tech, je vais bientôt plus avoir besoin de te présenter. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, alors, donc, toi, tu es avant tout un entrepreneur qui a plein d'idées et qui aime les réaliser. Je pense qu'on peut te présenter comme ça. Tu as commencé avec des cours de guitare en ligne. Ensuite, tu t'es mis au e-commerce. Et ensuite, tu as lancé donc Business Dynamite où tu formes au e-commerce. Sur Business Dynamite, sur ta chaîne YouTube, tu comptes quand même près de 2 millions de vues. Donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, tu es l'un des cofondateurs d'un des jeux Play to Earn qui a le plus le vent en poupe. Mega Chain, on a fait un C'est live ça. de 3 heures où on en parle en long Ouais. et en large, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Dr. Tech. Alors aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de e-commerce et ensemble avec Franck, on va voir comment réduire le taux de rebond de sa boutique e-commerce. Comment vas-tu, Franck? Est-ce que tu es en forme? Ah, super, parfaitement. Bonjour à tous, du coup, et puis merci à nouveau pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ta participation. Alors déjà, dans un premier temps, avant qu'on attaque vraiment les conseils techniques, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que le taux de rebond et comment est-ce qu'on peut le mesurer? Alors, c'est une personne qui va débarquer sur un site internet, par exemple ton site internet ou peu importe, elle va rester sur la page. Elle peut très bien lire la page, etc. Mais si elle ne fait pas de clic et si elle ne fait pas d'autres actions, elle va être comptée comme une personne qui va rebondir et partir ailleurs. Et un élément qui est très très important et qu'on me demande assez souvent, c'est est-ce que si la personne clique sur un lien qui est dans mon site internet et va vers un autre site internet, est-ce que ça change le taux de rebond, etc. Eh bien, les personnes qui cliquent, par exemple, sur un lien externe sur sa page et qui est renvoyé ensuite vers une autre page et un autre site, sont considérées comme des personnes qui ont rebondi et du coup qui sortent du site. Donc, le taux de rebond, c'est un moyen d'essayer de savoir si le contenu qu'on a proposé à la personne est aussi le bon contenu, est-ce qu'on arrive à la fasciner? Et c'est un indicateur hyper important pour Google. Et ça, du coup, on va pouvoir le mesurer directement sur Google Analytics. Ok, ok. Donc du coup, c'est vraiment les personnes qui arrivent sur mon site et en fait qui font Hmm, rien. Parce qu'ils n'ont pas été sur une deuxième page, ou alors ils ont peut-être lu et après ils sont arrêtés, ou alors ils ont été sur un lien externe, ils sont partis. Comme tu l'as très bien dit, ils ont rebondi c'est sur ma ça. page et après c'est parti. Ok, donc du coup, tu dis que un indicateur important pour Google, j'imagine en termes de SEO. Totalement. Alors en fait, il y a vraiment tout un package SEO, c'est le temps passé sur l'article, les clics qui vont être effectués, est-ce que la personne va voir plein de pages, une seule page, et cetera. Mais le taux de rebond, c'est vraiment un critère qui est important, tant bien pour la compréhension de son business. Est-ce qu'on cible les bonnes personnes? Ce qu'on leur propose est de qualité? Est-ce que ça correspond à leurs attentes? Et aussi par rapport à l'optimisation des référencements naturels. Parce que si maintenant on a un taux de rebond qui est élevé, par exemple 80% plus, Google va se dire, OK, il y a un problème, le contenu qu'on essaye de montrer à ces personnes n'est pas forcément le bon parce que les personnes partent. Donc, on va peut-être favoriser quelqu'un d'autre qui a un taux de rebond qui est beaucoup plus bas. Du coup, qu'est-ce qu'un bon taux de rebond et qu'est-ce qu'un mauvais taux de rebond? Alors ça, c'est une question hyper vaste qui va dépendre. Il y a pas mal d'études, on va dire, sur le B2B, le B2C, dans des catégories par rapport aux tranches d'âge, et ainsi de suite. On va dire, vaut mieux un taux de rebond de ci ou un taux de rebond de ça. Et personnellement, je trouve que c'est juste des fourchettes pour donner des idées et chaque business est différent. Mais généralement, quand on a un taux de rebond de plus de 80%, c'est pas forcément super bien et on s'attend sur un site un peu informatif, etc., d'être plutôt dans les 50% de taux de rebond. Maintenant, je te donne un exemple. Moi, sur certaines de mes pages, j'ai un taux de rebond qui est de 90%. Mais pourquoi? Non pas parce que le contenu n'intéresse pas, mais parce que ensuite, je fais par exemple de l'affiliation ou par exemple, je renvoie vers un de mes autres noms de domaine. Donc, la personne n'est pas comptabilisée comme une personne qui va rester sur le site. Et ça, c'est un sujet qui peut être intéressant parce que des fois, on envoie vers d'autres sites qui sont les nôtres, mais on augmente le taux de rebond de notre site principal qui va capter le trafic. Donc, on envoie un mauvais signal à Google. Donc là, il y a tout intérêt de travailler ensuite sur ces sous-domaines et de renvoyer à chaque fois vers notre propre site en interne, même si voilà, on a d'autres sites, trouver des petites combines comme ça. Pour justement faire attention au taux de rebond du site qui génère le trafic, parce que si jamais on le fait pas bien, il risque de générer de moins en moins de trafic, c'est ça? C'est exactement ça, voilà. Plus on a le taux de rebond qui monte, plus Google va avoir des petits warnings qui vont s'allumer. Puis après, si on a d'autres warnings du type, on a oublié une balise ici, on a une petite erreur ici, à gauche, à droite, ça va commencer à cumuler et ça, c'est pas bon pour nous. Ok, ok, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que le taux de rebond sont importantes?
Enfin, lequel Alors, est important, pardon. totalement. Alors, il va y avoir toute une partie d'abord technique et il va y avoir toute une partie psychologique et appréhension, on va dire, de la personne qui va visiter la page, du site. Je vais commencer par la partie technique. Je pense que c'est la partie la plus simple, en fait, à appréhender. Bien souvent, quand on va sur un site internet, il y a des soucis de vitesse, des soucis de connexion. Donc, si le site ne se charge pas assez vite, taux de rebond, la personne part. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer là-dessus? Ça va être la vitesse des serveurs, ça va être, par exemple, le poids des images, le contenu à l'intérieur, etc., pour faire en sorte que ça se charge le plus vite possible. Néanmoins, on le sait, il y a plein de navigateurs qui sont différents et on s'en rend pas forcément compte, mais des fois, il y a des personnes qui vont utiliser Google Chrome, on l'optimise pour Google Chrome parce que c'est la référence, mais d'autres personnes utilisent encore peut-être Explorer et peuvent être de notre cible, ou des personnes vont utiliser Opera, Safari, peu importe. Et sur certains navigateurs, les choses ne vont pas s'afficher de la bonne manière. Du coup, les personnes vont se dire: «Ah, c'est pas très qualitatif ce qui est devant moi» ou «Je comprends pas pourquoi j'ai une image qui chevauche du texte» et cetera. La personne part et c'est quelque chose qu'on va pas forcément, pouvoir détecter dans un premier temps parce qu'on est focus, sur, tel et tel type de navigateur. On se dit: «Bon, bah, voilà, ça ira» et ça, il y a le sujet du responsive, il y a le sujet des personnes qui viennent avec un mobile, une tablette, avec un ordinateur. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours, au moins un navigateur, par exemple sur tel et tel type de tablette qui va planter le site et si notre cible se trouve là-dessus, c'est dommage. Mais bon, généralement, quand on plaît un peu à la majorité, quand on a par exemple Google Chrome, Safari et Firefox qui fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci. Donc il y a un côté vitesse, il y a un côté aussi technique où le site lui-même doit fonctionner sur les différents navigateurs et là, on est vraiment dans l'aspect pure technique, pure vitesse. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être intéressants, c'est, par exemple, la taille de police d'écriture que tu vas utiliser. Si les liens sortants ressortent bien dans le texte, est-ce que c'est fouillis? Est-ce qu'il y a des paragraphes? Est-ce qu'il y a des bonnes hauteurs à la ligne? Est-ce que le texte est compressé et cetera? Là aussi, on pourrait parler un peu d'aspect technique et ça va me faire ma transition justement vers le côté, psychologie ou, aspect un peu, vraiment vraiment humain en fait de la chose. Parce que bon, des fois on peut faire, voilà, des tunnels de vente de ouf, hyper techniques, mais si on n'arrive pas à toucher les personnes, ben, on vendra jamais. C'est la même chose pour un site internet. Si on améliore toute la technique et que le site il se charge comme ça, c'est génial. Mais si le site ne plaît à personne, bon, ça va pas être, spécialement très intéressant pour notre taux de rebond. Donc ça déjà, c'est important. Ensuite, il va y avoir tous les facteurs qui vont faire fuir peut-être les personnes, alias, une pop-up qui va apparaître en 2 ou 3 secondes. Là, c'est beaucoup trop agressif. Bien généralement, je conseille à mes élèves de mettre une pop-up qui va apparaître au bout de 15, 20, voire 60 secondes pour pas que la personne fuit et se dise: «Oh là 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 là, je suis spammé de pop-up, j'ai le bandeau de cookies, j'ai ça qui pop» et cetera. Donc, il y a ça. Il y a vraiment ce côté, je me sens bien sur ce site-là et là, on va faire la transition vers le ressenti des personnes. Quand on va sur un site internet, si on ne le trouve pas quali directement, si on voit des incohérences d'un point de vue charte graphique, d'un point de vue police d'écriture, taille, des titres, par exemple, on a un gros titre dans telle et telle police, on a une autre police d'écriture pour le paragraphe, on a tout un pavé en gras et cetera. Les gens n'ont pas envie de lire ça. Ils ont envie d'avoir quelque chose de confortable et d'avoir de l'information qui est rapide. Personne ne va lire un texte énormissime à part si on a un excellent storytelling et qu'on résout vraiment le problème de la personne de A à Z. Mais, généralement, quelqu'un qui va chercher, par exemple, comment faire un shampoing naturel sur internet, il va tomber sur un article, il a pas envie de lire un article de 5 kilomètres. Il a envie de tomber sur quelque chose déjà où, d'un point de vue confort de lecture, c'est bien et en glissant dans l'article, il va trouver exactement et très rapidement la bonne information et c'est là que vient l'intérêt de faire un bel article au point de vue, texte et cetera, tournure des phrases, mais aussi par rapport aux images qu'on va mettre, on va faire des images qui sont qualitatives. On va pas prendre des images qui sont, prises sur la première banque d'images, à gauche, à droite. On va faire, par exemple, des beaux visuels et des illustrations et ce qui fonctionne super bien pour améliorer justement ce côté, anti-taux de rebond et cetera, fasciner la personne, c'est de créer des belles infographies, d'ajouter des belles icônes, que la personne puisse vraiment en un slide se dire: «OK, je sais où est l'information et en regardant ça, je préfère rester sur ce site que d'aller vers l'autre site où il y a un gros pavé, de texte directement. Donc il y a vraiment tout ce côté, on va dire, cohérence, je vais sur quelque chose qui est agréable. C'est un peu comme si on allait dans un restaurant et la salle de restaurant est fouillie, les assiettes sont mises partout, n'importe comment, les couverts sont de travers, et ça hurle de partout. On n'a pas envie d'y rester. Mais si les choses sont bien ordonnées et si c'est cohérent, on a envie d'y rester et on a envie d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Pareil pour un menu, pareil pour plein de choses, en fait.
C'est marrant comme métaphore ça. C'est vrai, si on Ouais, arrive sur un site qui ressemble à un restaurant enfoui, ça va être compliqué d'y rester, on va pas avoir envie d'y aller, ça c'est sûr à 100%. Et d'un autre côté, c'est là que du coup c'est cool de pouvoir avoir la main sur la création de son site, de pouvoir vraiment adapter le design, la charte graphique comme tu l'as très bien dit, mm, au contenu qu'on a envie de mettre dedans. Parce que, comme tu l'as très bien dit, on n'a pas envie d'avoir un énorme paragraphe, donc du coup c'est bien de casser ça avec des images, mm. avec des textes un petit peu sur la droite et puis sur la gauche, etc., etc. Ça Mhm. augmente la qualité de notre page et donc du coup à la fin effectivement ça met un restaurant qui est un peu plus ordonné dans lequel on a envie d'aller manger. C'est ça, même si le restaurant peut être Mhm. exceptionnel, d'un point de vue, nourriture et cetera, s'il est désordonné, bah, ça donne pas forcément la même attractivité et ça, c'est la partie, on va dire, un peu, interne dans le site, la partie cosmétique, la partie, «je plais au client». Mais il y a plein d'autres éléments qui sont importants pour réduire ce taux de rebond et qu'on voit pas forcément. Par exemple, quelqu'un va chercher, une question du type, voilà, je refais le comment faire un shampoing naturel, OK? La personne tombe sur le métatitre, donc le titre qu'on voit par exemple dans Google et la petite description qui est en dessous, la métadescription. Il clique dessus et on est bien référencé sur ce sujet-là, mais on n'apporte pas réellement de solution et d'expertise. Donc la personne arrive dessus et elle apprend quelque chose qu'elle sait déjà, qu'elle a déjà vu sur 10 000 sites différents, et on ne fait pas la différence. Et dans ce cas-là, la personne va repartir. Donc il y a un travail qui est très important à faire aussi sur les métatitres et les métadescriptions. Bien sûr qu'on veut des clics, bien sûr qu'on veut attirer l'œil dans Google, mais si on attire les mauvaises personnes, on a beau avoir un beau taux de clic à l'entrée, on va avoir ensuite un taux de rebond qui est élevé et qui pénalise en fait notre site internet. Donc, ne pas faire des trucs trop aguicheurs pour essayer d'avoir tout le monde est aussi des fois une bonne chose parce que de toute façon, les moteurs de recherche cherchent à proposer à chaque fois le contenu le plus qualitatif possible. Donc, si maintenant on met voilà, une recette exceptionnelle jamais vue pour pouvoir faire son shampoing naturel dans le titre et qu'en réalité on ne le propose pas du tout dans l'article et que Google nous a quand même mené à ça, bah, on se fait en fait on s'auto-kill soi-même parce qu'on a essayé d'avoir un maximum de clics et au final, les personnes qui viennent ont envie de partir. Et même chose à l'intérieur des articles. Si maintenant dans la description, les premières pages en fait du site, on commence à parler, du produit et on met directement un lien pour aller acheter le produit, on met directement un lien pour aller à autre part, bah, les personnes vont se balader et pas forcément rester sur le site. Elles vont changer d'idée, elles vont se dire: «Ah ça c'est intéressant, je vais dessus. OK, ça diminue notre taux de rebond, pas de souci, mais ça l'enlève, ça les dirige vers, quelque chose d'autre que leur objectif premier et du coup, au final, on tue un peu l'expérience utilisateur et le meilleur moyen, en fait, de réussir à diminuer son taux de rebond, c'est vraiment de se poser les questions de ces personnes. Pourquoi elles sont sur ce site? Qu'est-ce qu'elles attendent? Où est-ce qu'elles cliquent? Et à ça, il y a des outils comme Hotjar, les heatmaps et cetera, les maps de chaleur pour savoir où les personnes sont en train de laisser leur souris. Qu'est-ce qu'elles regardent exactement par rapport à quel type de requête? Et effectivement, c'est vrai que j'ai utilisé Hotjar pas mal de mon côté. Mmh, Je l'utilise moins maintenant, mais c'est vrai que voir exactement ce que font les clients sur son site, car Hotjar, en plus des heatmaps, il te donne aussi des enregistrements vidéo de ce que font les gens carrément sur ton site, et ça, c'est totalement. vachement cool. Car du coup, vraiment, tu vois exactement combien de temps ils ont lu le paragraphe. Est-ce qu'ils ont lu le texte? Déjà, oui, bien En sûr. fait, ouais. Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce que du coup, tout ce que tu as mis en place pour essayer de convaincre ton client d'aller tel ou tel endroit, est-ce que ça a marché ou pas? Parce qu'il y a personne qui a lu l'hôtel super important que tu avais passé Mmh. vachement de temps dessus. Et ça, ça reste des outils comme Hotjar. J'imagine que pour l'optimisation on-site et quand on veut vraiment travailler son taux de rebond, ça doit beaucoup aider. Et donc, du coup, je travaille là-dessus, j'utilise Hotjar, j'utilise tes super conseils, Franck. J'ai envie d'augmenter mon taux de rebond, mais pourquoi? Quels peuvent être les. Ah, pardon, Le tu l'as diminuer. ajouté avant. Ouais, Non, non, je voulais dire, excuse-moi. diminuer, excuse-moi. Et effectivement, je veux diminuer mon taux de rebond. Quels peuvent être les avantages que ça va m'apporter Par rapport à l'outil Hotjar ou par rapport, ah d'accord. Si je par diminue mon rapport taux de rebond par rapport à Ouais, mon c'est ça. business, ouais. Ouais, Alors, exactement. ouais, déjà, on va avoir une réflexion qui va nous permettre d'aider tout notre business intégralement du moment où on se dit: «Comment je vais diminuer mon taux de rebond?» Si j'ai cette réflexion, je vais obligatoirement me poser des questions du type: «Qu'attend réellement mon utilisateur? Qu'est-ce qu'il veut? Que veut mon visiteur? Pourquoi mon visiteur ne va pas à l'étape, par exemple, suivante?» et cetera. Et tout ça, ça nous permet de redessiner, en fait, notre business de A à Z et se poser les bonnes questions. Donc d'un point de vue on va dire, travail de base en fait là-dessus sur, comment réduire mon taux de rebond. Ça nous permet de poser les bonnes questions
pour pouvoir mieux comprendre son client. Deuxièmement, forcément, vu qu'on va chercher à mieux comprendre son client, on va aller lui poser des questions. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas encore ce travail, qui est de mettre juste, par exemple, une chatbox sur son site ou de demander aux lecteurs, aux personnes qui sont sur le site, de nous dire tout simplement pourquoi elles ne sont pas allées plus loin. Et ça nous permet des fois de nous révéler, ah ok, je ciblais pas les bonnes personnes, ou mon discours n'était pas le bon, ou ces personnes-là, elles n'aiment pas qu'on les tutoie. Ça peut sembler quelque chose un peu d'abusé ou d'incohérent ou du chipotage, mais des fois, ça tient rien qu'à ça. Donc, déjà, dans la réflexion, ça nous améliore un peu tout notre business et notre compréhension de l'utilisateur. Ensuite, le fait d'avoir justement un taux de rebond qui est beaucoup plus bas nous permet d'avoir largement un meilleur ranking sur Google. Deuxièmement, de mieux cerner justement les tunnels et comportements utilisateurs et cadrer du coup, bah tiens, tel et tel article, tel et tel sujet est intéressant pour obtenir justement des acheteurs. Je vais plus perdre de la force à créer des articles qui en réalité m'amènent que des curieux mais ne sont pas des acheteurs parce que je suis un business. Il faut absolument que je sorte de l'argent pour en vivre. Ça permet de recadrer aussi toute cette partie-là. Et troisièmement, bien entendu, c'est qu'on va pouvoir potentiellement, avec moins d'efforts, moins de trafic et moins de visites, avoir plus d'acheteurs. Si par exemple, sur un site internet, on a 1000 visiteurs par jour, et qu'on a 80% de rebond, on va avoir 200 personnes qui vont rester, qui vont être intéressées, et par la suite, X acheteurs. Si maintenant j'ai 500 visiteurs sur mon site, je paye la moitié de publicité, par exemple, ou c'est du SEO, peu importe, mais que j'ai un taux de rebond de 50%, je vais avoir 250 visiteurs qui sont intéressés par ce que je fais. Donc, moins de personnes en entrée, moins de dépenses, moins de budget et moins d'efforts potentiellement, plus de conversions à l'intérieur, etc. Et du coup, ça permet de lisser en fait tout ça et de se dire, bon, je vais dépenser moins, je vais le dépenser plus intelligemment et je vais pouvoir du coup mieux convertir. Ce genre de réflexion, voilà, on se dit souvent le taux de rebond, ça améliore le SEO, comme je l'ai dit avant, c'est top, ça améliore l'expérience utilisateur parce qu'on lui permet d'avoir un meilleur site, une meilleure image, etc. Mais tout autour, ça améliore grandement le business parce qu'au final, on refait une réflexion où on se positionne comme quelqu'un qui optimise son site, qui est concerné par les choses qui importent à ses clients, qui sont importantes, plutôt de recréer de nouvelles choses, s'épuiser, dépenser de l'argent, ben dans ce cas-là, on se recentre, on se pose les bonnes questions et on optimise déjà avec ce qu'on a en fait. Et c'est vrai, tu as raison que c'est beaucoup plus facile d'optimiser ce qu'on a et d'identifier ce qui marche et ce qui Hmm. marche pas. J'aime bien l'exemple que tu as donné juste avant, de regarder en fait les pages, les articles, les produits qui vont avoir du coup les meilleurs taux de rebond, du coup les plus faibles taux de rebond pour se dire, bah, en fait, Hmm. pour la cible que je target, c'est ça qui marche le mieux. Et donc, du coup, derrière, eh ben, je peux insister sur ça. Je peux plutôt aller dans cette direction plutôt que d'insister dans une autre direction. Et on sait que la plupart des problèmes qu'on peut avoir, c'est en mode quel est le sujet du prochain article que je vais faire Hmm. ou dans quelle direction est-ce que je peux aider par exemple les personnes dans telle ou telle niche. Et ben, si on peut regarder ce qu'on a déjà, regarder quelles pages ont les meilleurs taux de rebond, ça peut beaucoup nous aider d'un point de vue business en fait. Pas juste marketing, pas juste acquisition de clients, mais juste au niveau de notre business, réussir à trouver ce qui marche le mieux, quoi. Totalement. Et oh non, non, excuse-moi, je peux garder ça pour la suite. Vas-y Franck, on t'écoute Franck, vas-y. Non, par rapport à tout ça qui aide le biz, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire en conclusion, mais souvent on a tendance à se focaliser sur je veux faire venir mes visiteurs, je mets un paquet de budget de publicité et je regarde. Et souvent je dis, regardez les taux de conversion, optimisez. Faut faire un truc super simple, super droit, plutôt que de partir justement dans tous les sens. Des fois, on rédige des articles en se disant, tiens, cet article, ça pourrait intéresser des gens, je le fais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que des fois, si ça répond aux questions des personnes voilà, qui se posent telle et telle question sur Internet, elles tombent sur notre article, c'est très bien. Mais déjà ensuite, est-ce que ça va être bien positionné? Est-ce qu'il y a un moyen que j'arrive à me positionner? Est-ce que ça va m'attirer, comme tu l'as dit, des visiteurs et des personnes qui peuvent acheter? Et en fait, il y a un truc qui est super bien dans Google Analytics. Donc, vous installez en fait Google Analytics sur votre site, vous installez la Google Search Console, c'est le truc basique, ça coûte rien. Vraiment, il n'y a pas besoin des fois de prendre des méga tools. Là, pour le coup, c'est super simple. Et ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre compte Google Analytics. Vous regardez ensuite toutes les pages avec le taux de rebond. Votre taux de rebond moyen est peut-être de 50%, mais vous allez avoir des gros warnings sur certaines pages. Vous allez voir que telle et telle page à 80%, 70%, 10%, 20%, 50%, etc. Et en fait, on a souvent tendance à se dire tout notre site est à 50% de taux de rebond. Non, non, non. C'est
tout un lissage en fait d'un ensemble de pages. Et il y a 2 choses à faire qui sont super importantes à ce niveau-là, c'est de regarder les 2 extrêmes. On regarde les pages qui ont un énorme taux de rebond et on se pose la question: «Pourquoi? Est-ce que ces pages-là me génèrent de l'argent? Si oui, je dois absolument travailler dessus et absolument les optimiser». Je regarde ensuite les autres qui ont un taux de rebond super faible, 10 à 20, et là, je me dis: «Pourquoi ici par rapport à toutes les autres pages, les gens restent, cliquent, interagissent, font des parcours super longs, OK? Et est-ce que ça me permet de générer de l'argent pour mon business? Sinon, comment je fais pour capter cette attention, ces utilisateurs qui sont peut-être, en fait, sur une autre thématique que la mienne pour pouvoir générer de l'argent sur mon business?» Et là, ça peut être très bien de l'affiliation par-dessus, ça peut être très bien des partenariats ou ça peut être très bien la création d'un nouveau produit. Et des fois, on peut se dire: «OK, moi, je suis un spécialiste là-dedans. J'ai fait tout mon site pour ça, mais en réalité, mes lecteurs, ils attendent, une autre solution totalement opposée. Et dans ce cas-là, en faisant mes petits calculs, en me disant: «Bah, tiens, j'ai tant et tant de visiteurs, meilleure conversion, ci et ça», sur ce contenu qui n'était pas du tout destiné à être mon business, je peux peut-être faire quelque chose qui va me permettre de financer après, du contenu pour améliorer l'autre business et ainsi de suite, ou partir totalement là-dessus. Et ça nous permet d'avoir des directions et comme je le dis assez souvent, faut arrêter d'être, à 100 dans le feeling, dans le sentiment. Si maintenant ça vous fait mal au cœur de laisser votre business parce que vous avez par preuve, par A plus B, grâce au taux de rebond par rapport aux statistiques et cetera, que, qu'il faut aller sur un autre business ou qu'il faut répondre d'un autre moyen, vous inquiétez pas, vous vous éclaterez aussi sur ce nouveau business, sur cette nouvelle création. Des fois, il faut tout raser pour pouvoir mieux reconstruire justement par-dessus et partir sur d'autres choses. Et ça, les données généralement typées, voilà, intention de recherche, les personnes qui tombent sur le site, c'est des signaux hyper forts que vos futurs clients vous donnent pour vous dire: «C'est ça qu'on veut, c'est exactement ça qu'on veut». C'est pas, parce qu'une fois une personne vous a dit dans un commentaire: «Moi j'aimerais bien ça comme produit», que c'est elle qui représente la vérité générale. La vérité générale, c'est souvent une masse dormante qui sont ces personnes qui sont sur les sites internet, qui ne viendront pas forcément interagir avec vous et qui, de manière totalement inconsciente, vous donnent des informations qui sont ultra précieuses. Ça vaut le coup de se casser la tête une journée sur son Google Analytics, de tout regarder, de tout mesurer et d'émettre des suppositions. C'est vrai qu'en plus de ça, Google Analytics te donne le flow en fait de ce que font exactement les clients sur ton site. C'est en mode ils sont arrivés sur cette Totalement. page-là, ensuite ils ont été là, ensuite sur cette page-là, il y en a 20% qui sont partis, 10% qui sont sur cette page-là, 10 là, 10 là. Donc tu as vraiment le flow exact en fait de ce que font les gens sur ton site. En plus de ça, tu peux le valider avec Hotjar. Tu as vraiment la vidéo de ce qui se C'est passe ça. Mmh. et les heatmaps. Et c'est vrai que du coup, on n'a plus besoin d'essayer de comprendre ou de supposer en fait ce qui se passe. Non, on a vraiment toutes les datas. En plus de ça, Google Analytics est super simple à installer. Vous avez le Mmh. tutoriel complet sur Dr. Tech, pareil pour la Search Console. Et du coup, ça permet quand même d'avoir des outils super puissants, totalement gratuits, très simples à installer, qui d'ailleurs nous Mmh. donnent vraiment toutes les informations dont on a besoin. Franck, C'est ça. ça fait déjà 20 minutes, ça passe super Ça vite. marche. Parfait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter? Alors, je pense que je l'ai un peu résumé avant en disant, prenez le temps, de vous focaliser sur vraiment les données, les datas. C'est pas pour rien qu'il y a des métiers où on est data analyst, data scientist et cetera, où on va regarder, on fait des outils de cinglés sur de l'analyse. C'est pas pour rien que les grosses sociétés ont des départements consacrés uniquement à ça. Et bien souvent, voilà, comme je l'ai dit, d'un point de vue émotionnel, on s'attache à son business, on s'attache à des choses et je sais plus qui disait: «Il faut être fou d'attendre le même résultat, enfin des résultats différents si on fait à chaque fois la même chose et que ça». Je sais plus la phrase exacte, mais si à un moment vous pêchez dans votre business, vous rencontrez des murs et ainsi de suite, vous inquiétez pas, vos concurrents aussi sont en train de les rencontrer. Ça, c'est clair et net. Et un des moyens justement d'aller plus loin, c'est d'être smart et de se dire: «OK, je laisse ma personne de mon côté et je vais chercher de la donnée. Je cherche de la data et la data technique est toujours beaucoup plus intéressante, comme je l'ai dit par exemple au travers de Google Analytics, que de la data de sondage. Parce que si vous faites un sondage, est-ce que vous aimeriez aller à la salle de sport? Tout le monde va dire oui, bien sûr, mais il n'y aura personne dans la salle de sport au bout d'une semaine. Par contre, si on regarde les données des personnes qui voilà, se baladent sur le site, s'intéressent pour rechercher une salle de sport à tel et tel endroit, commencent des démarches, là on a quelque chose qui est ancré, qui est marqué en fait. Et ça nous permet vraiment de comprendre l'utilisateur. N'hésitez pas aussi, quand vous êtes par exemple dans le e-commerce, ce que je trouve génial, c'est, même si j'ai dit que les sondages, voilà, c'est pas fou, il faut quand même toujours un petit aspect humain. Invitez des personnes dans un panel de test de votre site internet, des visiteurs, des clients,
et vous leur donnez un code promo et eux vous donnent des retours sur le site, sur ce que vous faites et ainsi de suite. Comme ça, vous créez en fait automatiquement une petite communauté de clients qui sera très heureuse de vous conseiller et vous, en plus, d'une certaine manière, vous les fidélisez et vous leur offrez ensuite des codes promotion et ça en fait en même temps des clients hyper fidèles. Donc ça fait une base qui aide pour la création du site et en même temps, ça fait une base qui achète et qui est heureuse de participer justement au site. Je pense que c'est hyper simple à mettre en place et hyper efficace. Super conseil, Franck. J'adore. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu sur un live pour la communauté de AuthorTech. C'était toujours à donner plein de bons conseils. C'est Bah, je t'en top. prie, avec plaisir. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à te suivre ou pour te contacter, Franck? Alors, comme d'habitude, moi, la seule référence, c'est businessdynamite.xyz, donc mon blog. Et puis, j'ai la chaîne YouTube Business Dynamite aussi et la chaîne spéciale crypto. Comme tu l'as dit, j'aime bien tester plein de choses, j'aime bien regarder plein de choses. Et ça, c'est un peu mon kiff du moment où je regarde, je teste un peu sur le sujet de la crypto. Et j'adore enseigner, donc ça me permet de me faire un petit défi d'un point de vue SEO aussi. Comment, avec zéro pub, je peux remonter une nouvelle chaîne de A à Z sur un sujet qui me plaît et qui est difficile à expliquer en réalité et de la manière la plus simple possible. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, là-dessus, vous entendrez parler, bien entendu, du projet MegaChain, du e-commerce, etc. Au top. Un grand merci, Franck. C'est le top. Merci beaucoup. Merci à tous et puis bon live. À tout de suite.